Et voilà. Bon, mes chers collègues, bonjour. Désolé de ce problème. C'est un problème institutionnel. Léon est très, très rigide par rapport au virus et tout ça. Et donc, ça finit par bloquer le logiciel Teams. Donc, bon, mais je ne vais pas tout expliquer. Donc, on va passer parce qu'on est déjà en retard. Merci pour votre patience. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais être assez dirigé vers la théorie des champs conceptuels pour mettre l'accent sur certains concepts, notamment le concept des concepts, voilà, qui c'est ce triplet à partir d'une recherche que je menais avec Jean-Claude Régnier, mon plus proche collègue de l'Université Claude Bernard Lyon 1, et sur la question donc d'une recherche que nous avons faite sur les phases de la Lune. Et donc, c'est à partir de cet article que Gabriel vous a mis à disponibilité, la conceptualisation du réel dans une perspective du champ conceptuel. Et là, c'est quelque chose que je mets l'accent sur la place et le rôle du contexte. Tu peux passer, si voilà, donc le rôle des contextes dans l'apprentissage. Et donc, dans le but de déconstruire certaines dichotomies présentes dans la littérature, qu'à mon avis, elles ne sont pas très utiles pour la compréhension. Et donc, j'essaye, donc, des dichotomies ne sont jamais très utiles donc, dans une construction scientifique. Ces dichotomies concernent l'opposition qu'on fait souvent entre concepts scientifiques et concepts quotidiens. Si, bon, peut-être que comme nous sommes à distance, ça va être difficile d'interrompre, mais donc je vais faire, vous notez et après on reviendra. Donc, dichotomie entre les concepts scientifiques versus concepts quotidiens, la question de la conscience ou inconscience des concepts, la côté non consciente des concepts, et le troisième aspect aux caractéristiques universelles ou locales, souvent associées au contexte d'apprentissage. Donc, il s'agit donc d'une interprétation alternative de cette question en croisant la perspective de Vygotsky avec celle de Gérard Vergniaud. Tu peux passer. Alors, si vous voyez, donc, ce qui est très connu, c'est le concept des concepts de Gérard Vergniaud que vous voyez à droite de l'écran. Donc, c'est cet ensemble des signifiés, des signifiants et des situations qui Vergniaud définit ce concept comme un système tripolaire constitué de ces trois ensembles qui sont ainsi désignés. L'ensemble des signifiants qui permettent la représentation, je pense que ça c'est très important parce que la question, on va travailler sur cette notion des signifiants aussi. Et je pense à au moins certains collègues doctorants qui sont présents, à la notion des signifiants. Je ne sais pas si Shadrach est présent, mais les signifiants qui sont verbaux dans le débat. La nouvelle collègue qui nous joint aujourd'hui, qui est doctorante de Paula Bauta, et dans son cas, c'est au niveau de la broderie. Donc là, je vois l'ensemble des signifiants permettant la représentation du concept, la communication et le traitement. Il y a trois possibilités. Cet autre ensemble, c'est l'ensemble des signifiés qui renvoient à l'idée d'un variant opératoire. C'est ce qui nous permet de reconnaître un concept dans plusieurs situations. On peut revenir si vous souhaitez, donc pour clarifier ces notions d'un variant opératoire, qui pour moi est très, très importante. Et le troisième ensemble qui fait référence aux situations dans lesquelles le concept opère et s'insère. Là, je demande de vraiment prêter très attention parce qu'on va faire cette distinction qui avant je ne faisais pas entre situation et concept. Donc, on va essayer, si tu peux passer la prochaine. Et donc, je reviens à cette recherche que nous avons menée, le cas de représentation des phases de la Lune. Et donc, on considère que les opérations mentales qui sont à la base de la signification du mot. Et donc là, je prends l'exemple de la Lune. En russe, les signifiants Luna et Meljak désignent le même objet, Lune, mais le désignent selon des modes différents, gravés dans l'histoire du développement de chacun d'eux. Par exemple, Luna, qui est un des signifiants russes, est lié étymologiquement au mot latin qui signifie capricieux, inconstant,
fantasque. Quand on donne ce mot à la Lune, on voulait évidemment mettre en relief le caractère changeant de sa forme, son passage d'une phase à l'autre, en tant que sa différence essentielle avec les autres corps célestes. Donc ça, c'est donc un des signifiants qui ne signifie pas la même chose en russe. Donc là, dans le troisième volet, vous voyez la signification du mot méjak, qui c'est le deuxième signifiant, elle est liée à celle de mesurer. Il signifie le mesureur. Quand on a donné ce nom à la Lune, on voulait par là mettre en relief une autre propriété, c'est-à-dire que les phases de la Lune permettent de mesurer le temps. Ça, c'est une situation de Vygotsky. Donc ça, j'ai pris cette idée-là exactement pour dire qu'en effet, le même signifiant verbal, donc il y a deux signifiants verbaux en russe pour désigner la Lune. Et cela ne signifie pas le signifié, donc les invariants opératoires, donc ne signifie pas la même chose. On peut revenir si vous le souhaitez. Et si tu peux changer, c'est seulement pour donc une image, donc un signifiant, mais là, imagé, fixe. Donc, si vous voyez là, c'est quand, par exemple, on désigne parfois les femmes comme des lunatiques. Et vous voyez bien, donc, sur la tête de chacune de ces femmes, donc, il y a la lune représentée comme un croissant dont les cornes sont tournées vers le haut. On reviendra. Et donc, ça, c'est plutôt la lune dans le premier sens qui est en russe. Et pas dans le deuxième sens qu'on vient de voir. Et si tu peux repasser la prochaine diapositive. Et donc là, on revoit donc ces systèmes tripolaires que Vergniaud, il désigne comme concept. Et si donc je me permets avec le côté humble de mettre une pierre à mon avis, parce que ça, je ne pouvais pas limité donc dans les recherches que je mène entre contexte scolaire et contexte extrascolaire dans la conceptualisation seulement avec ces trois pôles. Donc je rajoute cette notion du contexte que vous voyez à l'extérieur de ce cercle. Donc ce système tripolaire doit encore avoir des nuances, d'après moi, selon le contexte dans lequel la conceptualisation a lieu. Nous avons alors introduit une différence contextuelle dans la définition tripolaire du concept. D'accord? Donc, pour nous, on a eu besoin de rajouter quelque chose et on va vous dire pourquoi si Gabriel gentiment va nous changer la diapositive. Alors, dans la plupart donc, des travaux sur la cognition et l'apprentissage, le contexte a longtemps été considéré comme un accessoire, une condition périphérique, un bruit qu'il s'agissait de minimiser plutôt que comme un élément central de la cognition indispensable à l'apprentissage. Là, c'est quelque chose que moi, c'est le premier séminaire que j'ai fait quand j'ai travaillé avec Gérard Vergniaud, c'était exactement cette notion si la perspective, la théorie des champs conceptuels pouvait rendre compte des recherches que je menais, notamment dans des contextes extrascolaires où je sentais que le contexte vraiment limitait, donc la question de conceptualisation limitée nous donnait des couleurs différentes. Donc on peut revenir et on va avancer un peu sur une notion qui est de Joël Zask, qui est plutôt linguiste et tout ça, mais entre la notion de contexte et situation, cette différence qui pour nous, ça nous aide bien à comprendre pour les recherches qu'on mène. Et donc, elle dit la chose suivante, les caractéristiques d'un contexte sont pensées comme indépendantes des conduites qu'on les réfère. Pensons à la notion du schème, qui c'est maintenant j'ai un trou de mémoire. C'est donc un schème, c'est une organisation invariante de la conduite, d'accord? Et donc là, je dis que les caractéristiques d'un contexte, et c'est Joël Zask aussi qui dit, les caractéristiques d'un contexte sont pensées comme indépendantes des conduites que l'on y réfère. Elles sont intérieures et peuvent être connues par elles-mêmes indépendamment des conduites particulières. Alors, donc cela, c'est
se subdivise en 4 aspects. Hein. Le contexte restreint le possible et exprime l'ensemble des conditions qui limitent l'action. Ça, c'est très important. On dit que le contexte limite l'action. Une situation implique une action mutuelle, une interaction. Elle augmente le champ des possibles. Cette différence, pour moi, elle est très, très importante. Par exemple, le contexte scolaire va limiter les actions du sujet. On ne peut pas, je vais dire d'une manière un peu plus informelle, on ne peut pas toujours faire sortir nos fantaisies dans le contexte scolaire. Ce contexte, il va limiter l'action. D'accord. En revanche, on peut élargir le nombre des situations pour rendre le concept plus opératoire. Alors, dans le deuxième sous-ensemble là, le contexte est un préalable, une condition antécédente. Le contexte est immuable, mais les situations, elles changent. Alors, dans le contexte extrascolaire aussi, il ne va pas limiter l'action du sujet. En fonction, par exemple, d'un contexte de travail, dans le contexte familial, il y a ces contextes, c'est quelque chose d'immuable. Et donc, les situations doivent changer pour élargir le champ conceptuel. Donc, on peut peut-être, je sais que je vais un peu vite, hein, mais donc on reviendra. Donc, dans le contexte scolaire, on peut repasser et revenir à cette recherche que je menais. En effet, il y a plus de 30 ans, là, j'étais dans le master de psychologie cognitive à l'Université fédérale du Pernambuco au Brésil. Et en effet, je voulais bêtement introduire la notion de conflit socio-cognitif. Et donc, je posais la question à mes étudiants. Je parle de l'origine de cette recherche. Hein. J'ai demandé qu'ils me dessinent, qu'ils me montrent, qu'ils me dessinent comment ils voyaient la Lune au ciel quand elle n'était pas pleine. Et en effet, si vous voyez l'écran, donc d'habitude, il désignait la Lune comme la représentation graphique, figurative, qui apparaît ici sur l'écran comme de la A et la D. D'accord? Il disait, oui, je vois la A et je vois la D. Il y avait des gens qui voyaient la A et qui ne voyaient pas la D. Il y avait des gens qui voyaient la D et qui ne voyaient pas la A. Et des gens qui voyaient les deux. Mais très rarement, d'ailleurs, donc dans ces groupes-là, récifs, donc personne ne désignait voir la Lune au ciel comme celle représentée ici à votre écran, comme la D et la C. Et ça m'a interrogée. Et donc, effectivement, je fais une blague, je dis oui, ici, quand vous voyez la Lune comme là, donc dans cette semaine, on va boire une bière au bord de la mer. Donc, ça, c'était des bricolages pédagogiques. Et donc, ils n'étaient pas contents parce qu'en effet, dans cette semaine-là, la Lune était comme la C. D'accord. Et donc ça donnait donc tout un tas de discussions. C'est quoi la conceptualisation du réel? Ce n'est pas le sensible parce qu'ils étaient à Recife, c'était des personnes tous à peu près avec plus de 30 ans. Ils avaient plus de 30 ans, des 20 ans. Et en effet, ils voyaient la Lune B et C au ciel. Si vous vous mettez à la place de ces sujets-là, je suis persuadée, si vous êtes un sujet lettré, vous allez dire que vous allez voir la A et la D, mais pas la B et la C. Et on introduisait après sur la forme d'un questionnaire, hein, et donc c'était en effet, on a élargi, on est arrivé à un niveau de saturation des résultats. On a fait cette recherche dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud et à l'équateur, et la réponse des lettrés était toujours la même, une tendance très forte que vous allez voir dans la diapositive suivante. Une tendance très forte, hein, donc on va rester dans la question 1, dans la Q1, et des sujets lettrés dit qu'ils voyaient la A, 86%, et la D, 80%, et 80 ou oui, donc, et qu'ils ne voyaient pas la B et la C.
Donc après, on changeait. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que dans la deuxième question, on demandait si quelqu'un de l'autre hémisphère, si j'étais dans l'hémisphère sud, je demandais si quelqu'un de l'hémisphère nord, je désignais un pays, vous dit qu'il ne voit pas certaines de ces lunes-là. Est-ce que vous croyez? Pourquoi? Donc on voyait que vraiment c'était très stable au niveau des représentations. Or, il croit toujours que dans l'autre hémisphère, on voit la Lune B et C, mais pas dans son hémisphère. On reviendra si cela n'est pas clair et pourquoi je dis ça dans les questions? Ça, c'était caractéristique des sujets lettrés. Ce que je dis, notre hypothèse, après avoir vu ça, c'était le rôle de la culture ou du contexte scolaire sur les réponses du sujet. En effet, la conceptualisation du réel liée aux phases de la Lune, y compris des enseignants qui allaient enseigner les phases de la Lune aux élèves, donc elles étaient imprégnées des signifiants présents dans la culture écrite. Mais comment on pouvait affirmer ça? Donc, sans interroger les personnes illettrées ou peu scolarisées. Donc, évidemment, ce n'était pas à partir d'un questionnaire, c'était à partir des entretiens. Si tu peux passer donc dans le contexte extrascolaire, et on va passer encore, voilà. Tous ces entretiens ont été vidéographiés, hein, donc on faisait des vidéos. Les images que vous allez voir ici, ce n'est pas le film, ce sont des images issues du film. Donc ici, j'ai pris des images fixes, des photos donc du film, et je demandais bêtement à des personnes s'ils avaient déjà vu la Lune, comment ils voyaient la Lune. Si vous voyez Lathiou qui a 42 ans, vous voyez un niveau de scolarité, 47 ans avec 2 niveaux de scolarité, tu peux passer, et là, ça va être une série de photos. Vous allez voir, ce monsieur-là, il voit la Lune de toutes les façons. Donc là, il montre avec les mains, hein, comme il voit ça. Donc là, ça serait l'équivalent de la A et la D dans notre questionnaire. Donc je passe, voilà, je passe. Tu peux passer encore. Voilà. Donc, il voit de toutes les façons. Bon, on va passer à Daniel, 53 ans, qui a 1 an de scolarisation. Et vous allez voir, donc, je vais passer comme ça, hein, donc, pour aller vite. Si vous voyez, donc, ils ont Louise, 42 ans, donc équivalent à la première année de l'école primaire. Hein, donc, vous voyez qu'il voit de toutes les façons aussi. Hein, donc, alors, Juan, ça, c'était à l'Équateur, 78 ans, 1 an de scolarisation, donc c'est pareil. Hein, donc, il voit. Molèze, 54 ans, donc analphabète. Donc, il voit aussi de toutes les façons. Donc, c'était difficile parfois et Rita, 50 ans, 4 ans de scolarisation. Et cela, c'était aussi, donc on était dans une maison de la manioc pour faire de la farine de manioc. Elle voyait de toutes les façons. Alors, la Denioud, 38 ans, 6 mois, elle m'a donné des fils à retordre. Donc, cette femme qui était dans la 8e grossesse, je crois, en 38 ans, mais elle m'a donné les réponses, qui étaient les réponses, si vous voyez là, c'est difficile, mais elle était assise sur un banc en attendant un bus, et elle m'a donné des réponses qui étaient des réponses des sujets lettrés. Et je dis, ça tombe à l'eau, mon hypothèse. Et en effet, qu'est-ce qui s'est passé avec cette dame? Elle était en train de faire, donc, d'être scolarisée, et elle était en train d'apprendre les phases de la Lune à l'école avec sa maîtresse. Et donc, elle faisait ça à partir du calendrier. Et donc, qui représentait la Lune comme à l'école, donc dans des manuels scolaires. Je ne vais pas, parce qu'on a fait une longue recherche aussi, donc une recherche pas exhaustive, mais sur les images sur les manuels scolaires. Et dans les manuels scolaires, hein, dans des livres didactiques pour les Brésiliens, donc les images de la Lune étaient toujours représentées comme la A et la D, c'est-à-dire comme des croissants de Lune dont les cornes étaient tournés notamment vers la droite ou vers la gauche, mais très rarement placés dans une situation horizontale, c'est-à-dire avec les cornes tournées vers le haut ou vers le bas.
Seulement, mais ça, il y a des sens que pour les Brésiliens, pour les autres, on peut dire que par les cornes tournées vers le haut, les gens disaient, ah oui, je vois bien la lune comme ça, c'est comme un petit sourire. D'accord? Et les Brésiliens, notamment ceux du Nord-Est, disaient c'est comme le chapeau de Lampion. C'était un personnage, voilà. Et donc là, il désignait comment il voyait vraiment la lune. Hein? Voilà. Et donc, si on peut passer, et donc, c'est-à-dire, si je reviens à cette notion du concept, hein, de l'ensemble que vous voyez là au milieu, en haut, des Vergniaud, un ensemble des signifiés, des signifiants et des situations, quand je dis, tu peux revenir, c'est seulement pour que je puisse, voilà. Ah non, c'est bon. Bon, voilà. Donc, on est dans le haut. Il y a la notion de Gérard Vergniaud. À gauche, je sais que je voulais donc montrer à gauche de c'est qu'en effet, dans des contextes extrascolaires, ces triangles des Vergniaud, il y a une espèce de, sur la scène, si on était dans le théâtre, d'accord, sur la scène, il y a exactement le côté du triangle entre les situations et les signifiés. Et le côté des signifiants, notamment ceux qui désignent de façon scientifique les concepts, c'est comme s'ils restent dans des coulisses. Donc, ils ont du mal à dire, donc, à conceptualiser avec des mots, mais il y a une dimension, une prédominance d'une dimension opératoire de la connaissance. Si je peux résumer ainsi, c'est comme s'il y a une prédominance du savoir-faire. D'accord? Donc, je sais faire, mais je ne sais pas toujours dire comment je fais. Donc, il y a quelque chose qui est lié à une espèce du sensible et à une désignation, mais pas toujours avec des mots qui sont des mots scientifiques. Dans le contexte scolaire, ça change. Il y a une prédominance de la dimension prédicative de la connaissance. Les signifiants, notamment des signifiants, verbaux, ou imagés, mais imagés très scolaires, comme nous avons vu comme dans les représentations des phases de la Lune, sont liés à un signifié. Je pourrais donner des exemples dans la discussion, hein, pour ne pas alourdir ça. Et donc, la question des situations donc, reste un peu dans des coulisses. Et en effet, c'est pour cette raison que parfois on a du mal à reconnaître dans une situation scolaire ce qu'on apprend à l'école. Et l'inverse est aussi vrai. Hein? Et ça renvoie à la question de du transfert d'apprentissage. Si on peut, pour moi, hein, donc si tu peux passer à l'autre diapositive, donc en effet, une conceptualisation forte, robuste, ça serait qu'on puisse effectivement réunir ces trois représentations. C'est trois, pardon. C'est deux, c'est comme si, donc il faut que ce que je puisse apprendre dans la vie extrascolaire puisse joindre le contexte scolaire pour rendre plus puissant la conceptualisation. Donc, c'est ça. Donc, si tu peux passer pour la prochaine, je suis bientôt en train de terminer. Donc, à partir de là, on conclut que la prise en compte du contexte dans la définition tripolaire du concept, tel que Vergniaud l'a énoncé, conduit à trois enjeux fondamentaux dans la conceptualisation du réel, qui sont étroitement imbriqués. Le premier, le statut des connaissances produites. D'accord? Quelles sont ces connaissances? On va revenir dans la diapo suivante, la prise de conscience des concepts et les pouvoirs de généralisation et du transfert de ces connaissances. Si tu peux passer à l'autre, Gabriel. Et donc, concernant le statut de connaissances produites, hein, donc le premier point. Dans des contextes scolaires, le focus de conscience semble diriger essentiellement, ce que je disais avant, vers la relation bipolaire signifiant-signifié, laissant partiellement dans l'obscurité l'ensemble des situations de référence. L'erreur qui découle, c'est considérer ce type de connaissance comme supérieur et formelle. Parce que ça, c'est une idée, c'est comme si ce qu'on apprend à l'école, elle est généralisable à tous les contextes. On voit beaucoup des recherches que nous avons menées et d'autres recherches, d'autres collègues, et ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas généralisable dans des contextes extrascolaires d'une façon directe. Il faut tout un travail.
Et donc, dans le contexte extrascolaire, le focus de conscience semble dirigé essentiellement vers la relation bipolaire, situation signifiée, laissant partiellement dans l'obscurité l'ensemble des signifiants. Cela conduit aussi, à mon avis, à une conclusion fausse, qui est considérer ce type de connaissance comme inférieure et concrète. Alors, si on peut passer à donc le couple Piaget-Vygotsky. Pour Piaget, c'est la notion donc, que je voulais attirer l'attention, c'est la prise de conscience des concepts et le rôle du langage. Pour Piaget, dans la mesure où l'on désire marquer et conserver leurs différences en tant que conscient et conscience, il faut bien que le passage de l'un à l'autre exige des reconstructions et ne se réduise pas seulement à un processus d'éclairement. C'est pourquoi la prise de conscience d'un schéma d'action transforme celui-ci en concept. Là, si vous voyez, c'est la notion qu'on peut revenir des concepts en actes et concepts, des schèmes et théorèmes. Donc là, on peut revenir. Donc les choses ne sont pas si simples que ça. Il y a des concepts en action, mais pour que cela devienne un vrai concept, il faut qu'on puisse tout un processus de verbalisation qui produise la notion de prise de conscience. Alors, pour Vygotsky, prendre conscience d'une opération, c'est en effet la faire passer du plan de l'action à celui du langage et la réinventer en imagination pour pouvoir imprimer un mot. C'est vrai que dans une communication comme ça c'est assez complexe, je vous invite à revenir sur mais on voit bien que la question de la prise de conscience du rôle, notamment le rôle du langage pour cette prise de conscience. Mais ce n'est pas seulement parce qu'on utilise un langage dans le contexte scolaire que cela est vraiment une conceptualisation dans un sens d'un plus haut niveau. Et on passe je suis presque en train de finir, le pouvoir de la généralisation et du transfert des connaissances. Une erreur d'attribution. Parce qu'on pense, mais j'ai déjà dit, c'est seulement pour revenir, dans le contexte scolaire, la connaissance, on imagine encore, donc il y a des idées encore qui traînent dans la littérature, que cette connaissance est généralisable à tous les contextes. Ça, pour nous, c'est faux. Et dans le contexte scolaire, cette connaissance, elle est locale. Elle n'est pas locale, elle n'est pas générale non plus, mais pour le transférer d'un contexte à l'autre, il faut tout un travail, notamment de verbalisation du langage. Et en effet, je vous remercie. Voilà, je vais arrêter là le partage. Je veux attention. Voilà, on voit bien Nadia, je pense. Nadia est déjà là. Voilà. Tu vois tout le monde? Non, je vois la fenêtre pour l'instant. Ah, c'est très joli d'ailleurs. Hein? C'est un peu difficile. Il fait une chaleur épouvantable ici. Voilà, oui, attention, je vais essayer. Là, c'est bon. C'est bon? Super. Voilà. C'est bon. Voilà. On fait un peu d'ingénieur, oui. Ou un peu plus haut, je ne sais pas comment Voilà. tu fais ton écran. Un peu plus haut, non, plus bas, voilà. Plus haut. Alors, je pense qu'on peut passer aux séances questions-réponses. Vous voyez la moitié de Gabriel, mais oui, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer pour la première question? C'est tout à fait la plus difficile de trouver une personne. On passe à la deuxième alors. Voilà, c'est plus simple, c'est plus simple, c'est plus simple. Alors, je ne sais pas si Shadrach est là, non? Non. Non. Et donc, j'ai oublié le nom de la doctorante de Paula. Glacy? Oui, Glacy. Alors, je me permets, Glacy, si tu veux, vas-y. Oui. Ce n'est pas une question, mais je tiens à vous remercier. C'est son excellente contribution à ma recherche sur la broderie allemande.
et sur la manière dont la théorie des champs conceptuels et les connaissances extrascolaires peuvent apporter une contribution à ma thèse. So, merci. Et tu vas glisser. Je ne sais pas si, bon, donc tu t'es présenté, je sais, parce qu'on ne s'est pas encore vu vraiment pour discuter, mais tu travailles avec la broderie, c'est ça? La façon de broder chez bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites aussi avec Jean Lave et toutes ces cognition, situated learning en anglais. Mais là, ce que je pense, par exemple, tu vois, comme tu es femme, je crois, donc à Passy, là, dans l'intérieur des Pernambouc, les gens, hein, c'est bien ça, hein? Et donc la façon, tu essayes de voir, alors je ne sais pas, mais de toute façon, quels sont les concepts mathématiques imbriqués dans cette activité des broderies, par exemple. Pour moi, ça, donc ce sont des situations qui vont être différentes pour moi, hein, donc, mais peut-être je me trompe, mais je vais donner une interprétation que je ne connais pas trop, pour partager un peu aussi avec les collègues, parce que c'est un contexte très particulier. Mais par exemple, pour moi, il y a plusieurs situations de broderie. Hein, donc, des types qu'est-ce que je veux représenter déjà, les points, qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. Et donc, cet ensemble de situations, elles vont permettre donc une conceptualisation des plus hauts niveaux. Dans cette conceptualisation, dans l'activité et la broderie, donc c'est imbriqué des concepts mathématiques. Mais ces concepts mathématiques, ils ne sont pas des concepts mathématiques comme ceux que j'apprends à l'école. Alors, le rôle du chercheur, c'est de découvrir donc des concepts en action, parce que si ça ne marche pas, si je n'ai pas ces concepts en action, donc je ne peux pas faire une nappe brodée. Voilà, ça va être l'échec. Donc, je vais avoir des chaînes d'action qui peuvent seulement fonctionner. Je peux réaliser cette activité si j'ai les concepts, parce qu'il y a des mesures, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas parce que c'est elle, la chercheuse. Et donc, pour moi, c'est ces situations, mais il y a aussi un contexte qui est un contexte des ventes, des créations, et ces contextes vont limiter l'action du sujet. Et donc, on ne peut pas, par exemple, j'essaie dans ma compréhension, hein, que je ne connais pas trop, mais par exemple, pour moi, l'activité des broderies ne va pas épuiser tous les concepts mathématiques qu'on apprend à l'école. Et ça va limiter aussi en fonction de la représentation qu'on va avoir. Et donc, c'est ça que j'ai pour moi. Donc, plus on élargit la nature de la broderie, les situations, plus on va monter le niveau de conceptualisation. En revanche, cette conceptualisation sera toujours limitée par quelque chose de plus large, qui c'est le contexte extrascolaire de la broderie, donc dans ce type de choses, qui sera différente, par exemple, si je fais de la... comment on appelle ça, Gabriel? De la renda, comment on appelle ça? Très bonne question. Très bonne question. Alors, donc, vous savez, donc, il y a la broderie, mais il y a aussi d'autres choses qui sont du tissage, par exemple. Hein? Donc, le tissage, c'est une activité proche, donc, mais ce n'est pas la même chose que la broderie. Dans le tissage, où tu travailles avec le fil, dans la broderie, tu as les tissus et tu as donc l'aiguille. Et donc voilà, donc tout ça, c'est un contexte qui va limiter la conceptualisation. Je ne sais pas si c'est clair. C'est clair, j'ai compris. Merci. Nadia, j'aurais une petite question. Cette question de compréhension. Bah, tu as parlé sur l'idée du contexte comme quelque chose qui parfois limite l'utilisation du contexte. Donc,
le contexte n'est pas une partie du concept, selon toi, mais c'est quelque chose qui fonctionne comme un tableau de fond où je peux utiliser un ou l'autre concept, mais bon, c'est la première question, exactement ça. Donc, on continue en utilisant l'idée des concepts comme un triplet et on rajoute l'idée qu'il y a un tableau de fond qui me permet d'accéder à l'un ou l'autre concept. C'est plus ou moins comme ça? Ou l'idée, c'est de dire qu'il y a une quatrième dimension pour les concepts qui est le contexte, selon toi. Bon, voilà, très bien, parce que je vais revenir sur les phases de la Lune, qui c'est le texte qui fait référence. Par exemple, c'est notamment, ce n'est pas une quatrième dimension. Dans chaque contexte, donc je maintiens cette dimension tripolaire du concept d'après Gérard Vergniaud. Et là, on revient aux bases. Et donc, la question, c'est qu'en plus de ça, pour moi, il y a quelque chose qui va donner la couleur du concept. Quand je dis la couleur, ce n'est pas tout à fait ça, ce n'est pas la couleur, mais dans le contexte scolaire ou extrascolaire, j'ai besoin de toute façon des signifiants, d'accord, ce qui va représenter et servir pour communiquer et traiter le concept. Je ne sais pas si je suis claire. Ces signifiants sont pour moi, c'est très important. Si on revient à la phase de la Lune, j'ai besoin d'avoir des mots qui désignent ces phases. Bon, par exemple, en français, on dit le premier croissant, le dernier croissant. Donc, ce qui fait qu'à l'école, on dit, par exemple, quand les enfants sont petits, les professeurs des écoles, ils disent à peu près comme ça. Regardez, la Lune est une menteuse. Quand elle forme un D, c'est le premier croissant. D'accord? Un D, et quand elle forme un P, c'est le dernier croissant. C'est comme ils utilisent une façon imagée avec des lettres pour désigner les phases de la Lune. Or, si je prends cet exemple, Gabriel, donc tu vois bien que ça, c'est quelque chose scolaire et qui ne sert pas pour le quotidien. Parce que si je vais au bord de la mer et je regarde le ciel et ça, c'est n'importe quel hémisphère. Donc, ce que je suis en train de construire avec mes élèves à l'école conduit à une erreur de conceptualisation. Parce que si la Lune est comme un sourire, comme ça, dans le corps tourné vers le haut, ils ne savent pas si c'est le premier ou le dernier croissant. Parce que ça ne marche pas, l'analogie qui a été faite à l'école. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Donc, en profitant, je me permets de poser une deuxième question, c'est parce qu'il y a une très forte liaison avec cela. Alors, je peux comprendre que le contexte, il permet d'accéder ou d'activer l'un ou l'autre schème par rapport à la situation. Donc, le contexte, il est par prénom, pas seulement du concept, mais aussi du schème. Tout à fait. Donc, je peux dire qu'il est par prénom de l'action elle-même, de l'activité du sujet. Donc, à partir d'un tel contexte, je peux à la fois utiliser un ou l'autre aspect d'un concept, mais aussi d'activer l'un ou l'autre schème. Et cela dépend aussi de moi pour reconnaître le contexte d'action. Tout à fait. La question, c'est si on a des schèmes disponibles. Oui. Si, par exemple, tu vois, si je suis seulement quelqu'un du scolaire et qui ne va jamais dans la nature, si je reprends les phases de la Lune, donc d'habitude, ce qu'on fait, c'est que ce que je trouve que ça, c'est pour moi, c'est génial cet exemple, ce n'est pas pour... mais c'est parce qu'en effet, ça casse avec cette idée qu'à l'école, on fait de la conceptualisation à haut niveau. Ce n'est pas vrai. Donc, parce que là, j'ai construit un schème qui m'empêche donc de percevoir dans le réel comment les phases de la Lune sont en réalité. Ce n'est pas une conceptualisation, c'est quelque chose
des traits behavioristes, si les collègues ne sont pas de la psychologie, hein, c'est très comportementaliste, c'est l'association d'un stimulus à un concept. Quand il parle des phases de la Lune, comme un croissant tourné vers la droite ou la gauche, ça, c'est-à-dire c'est l'association d'un signifiant figuratif, d'accord, que c'est l'image, à un concept qui c'est dernier croissant son. Et donc, ça n'aide pas à lire le réel. Parce que si je vais dans la rue et je vais comme ça, je suis complètement démunie. Parce qu'un croissant tourné vers le haut, c'est ni un P ni un D. Tourné vers le bas non plus. Et donc, je ne sais pas, cette façon d'enseigner à l'école n'est pas des conceptualisations du réel. Qu'est-ce qui serait la conceptualisation puissante? C'est de savoir que la façon comme on voit la Lune au ciel, c'est une question d'ordre. On a eu un petit souci de connexion. Vous m'entendez? Oui. Je pense que c'est un problème avec la connexion de Nadia. Nadia, tu es là? Oui, Murphy, il est toujours présent. On attend quelques mots. Bon, salut Raphaël, bienvenue. Nadia, il y a un échec d'appel. Voilà, je vais essayer de le rappeler. Sinon, on a de réactions. Vous voulez parler de... On attend. C'est juste une minute, Stéphanie, j'essaie de contacter Nadia, sinon on poursuit. Ah, elle est là. Salut. Voilà. Alors, maintenant c'est mieux. Je suis sur l'ordinateur, mais sur WhatsApp. Voilà. Voilà, Nadia est là. Stéphanie, elle a... Voilà. Stéphanie, vas-y. Oui, moi j'ai une question. Donc, je suis enseignante en secondaire. Donc, j'ai des étudiants, des élèves qui ont entre 15 et 18 ans. Et donc, comment c'est juste une minute. C'est juste une minute. J'ai un petit problème. Voilà. Je vais essayer de faire de telle façon que Nadia te voit. Tu vois, Nadia, tu vois Stéphanie? Je vois Paola. Non, pas encore. Peut-être qu'il a. Donc, elle est ici. Stéphanie, t'es en haut ou en bas? Ah oui, c'est bon, Stéphanie. Vas-y, Stéphanie. Non, mais je disais, donc, je suis enseignante dans le secondaire pour des élèves qui ont entre 15 et 18 ans. Et donc, tout ça m'interpelle beaucoup. Et comment, en tant qu'enseignant, on peut éviter de créer des préconceptions et donc d'approcher la réalité et de donner, dans ce cas-ci, les 4 phases de la Lune. Mais donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'il y a des outils concrets ou pour éviter justement que les élèves soient perdus et que le contexte scolaire, extrascolaire soit différent? Comment on peut réunir le triangle, justement, que Nadia, tu as expliqué? Oui, donc si j'ai bien compris, Gabriel, tu me diras si ma compréhension est bonne. Parce que si tu tournes encore, je vais vomir. Hein? Oui, vas-y, Nadia. Et donc, si j'ai bien compris, Stéphanie, donc, en effet, la question est à peu près comme ça. Corrigez-moi si j'ai bien compris la question. Hein. C'est-à-dire, c'est comment faire, en effet, pour enseigner la conceptualisation quand on est à l'école, par exemple, en prenant en compte les contextes formels et scolaires et non scolaires. C'est bien ça? Oui, et d'une telle façon de surmonter ce type de difficultés, ce type de problèmes que parfois on trouve sur le manuel scolaire, etc. Oui, par exemple, c'est ça. Donc, par exemple, si je me retiens à la question des phases de la Lune, d'accord? Parce que comme c'est quelque chose, un exemple qui a été partagé au niveau de la lecture de l'article, par exemple, je peux commencer, même en étant à l'école,
en faisant une simulation avec des maquettes. Mais je peux aussi, alors donc je vais dire quelque chose, hein, donc je ne suis pas enseignante ni ni des phases de la Lune ni du secondaire, mais c'est par exemple avec des boules en polystyrène avec qui représentent la Terre, le Soleil, et qui puissent avoir l'effet de l'ombre déjà dans la vie, déjà observer le ciel. Partir d'une situation concrète extrascolaire et faire de ça une question, effectivement, que ça soit problématique pour les élèves. Et à partir de là, donc, de voir quels sont les échecs de ce que nous sommes en train d'enseigner. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas qu'on enseigne, pour moi, de façon erronée, parce qu'on n'enseigne pas la conceptualisation. On est en train de donner des signifiants pour que les élèves puissent donner la réponse attendue par l'enseignant qui n'a pas compris la conceptualisation des phases de la Lune. Alors, donc, pour moi, pourquoi ça? Parce que ce n'est pas la conceptualisation, ça, c'est un enseignement, cette manière qu'ils ont d'enseigner, c'est un enseignement-apprentissage de façon behavioriste, qui est un courant de la psychologie. Hein. Excusez-moi, je suis un peu, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes de plusieurs horizons, qui c'est l'association d'un concept, d'un stimulus et d'une réponse. C'est-à-dire, à partir du moment que je vois une image, un signifiant figuratif, d'accord, donc imagé, fixe, comme ceux que j'ai fait, hein, de la Lune comme ça ou comme ça, j'associe ces signifiants à une phase de la Lune. Et donc ça, c'est-à-dire, ça sert à avoir de bonnes notes à l'école, mais ça ne sert pas à comprendre du point de vue disciplinaire, donc la question de la conceptualisation des phases de la Lune, qui c'est une question astronomique très compliquée, très complexe. Mais pour cela, pour éviter exactement cette association qui ne conduit pas du tout à cette façon erronée de dire qu'à l'école, on a des concepts qui sont généralisables à tous les contextes, ça c'est faux. C'est-à-dire là, c'est fixé. Et donc, c'est seulement pour avoir des bonnes notes. Si la prof donne les mêmes exemples, il va avoir des bonnes notes. Il y a aussi une autre façon, par exemple, je cite, hein, c'est seulement avec la même situation, qui sont des stratégies pédagogiques que nous avons rencontrées. C'était, donc, on dit, par exemple, on fait comme ça, et on trace une droite, comme ça, et si ça forme un P, c'est le premier croissant, d'accord? Si ça forme un D, c'est le premier croissant. Je crois que ça, je dis. Sinon, c'est comme ça, c'est-à-dire c'est toujours cette association. Ça ne me vient pas à l'idée, donc j'ai oublié la façon. Je sais que c'est élémenteuse, qui quand ça forme un C, elle décroît, et quand ça forme un P, elle croît. Ça, c'est quand la Lune est une menteuse, c'est pour les plus jeunes enfants. Pour les enfants un peu plus âgés, donc on trace une droite. Si ça forme un D minuscule, qui c'est le dernier croissant, c'est le premier croissant. Et si ça forme un P, qui serait premier croissant, c'est un D, dernier croissant. Et donc, en effet, ça marche en langue française. Mais par exemple, au Brésil, en langue portugaise, ça ne marche pas du tout. Donc, c'est parce qu'on parle des lunes quarto, donc, crescente, minguante. Quarto minguante, né? Donc, ça ne marche pas du tout par rapport à ça. Y compris même en français, c'est faux. C'est faux parce que ça ne signifie... Et en plus de ça, dans n'importe quel pays du monde, on voit la Lune de toutes les façons. Et les analphabètes nous disent ça d'une façon extrêmement sage. Donc, ils font le mouvement de la Lune, d'accord? Alors, je ne veux pas dire que les analphabètes ont un niveau de conceptualisation supérieur au sujet lettré. Mais pour répondre à la question de Gabriel, c'est qu'en effet, le contexte les a conduits à avoir ce type de non-inhibition de la perception sensible, pendant que l'école a inhibé la connaissance du sensible. Parce qu'on voit, ce qu'on voit, ce n'est pas une photographie.
c'est une construction. C'est ce que je reviens à dire, c'est que Gabriel disait, ce sont des schèmes que nous avons. Et dans chaque contexte, on construit des schèmes qui sont pertinents pour ce contexte-là. Donc, c'est beaucoup plus pertinent pour le contexte scolaire, donc avoir des schèmes d'action qui conduisent à avoir une bonne note. C'est beaucoup plus performant pour des sujets dans des contextes extrascolaires qui n'ont pas été soumis à l'apprentissage scolaire, de voir comment ça se passe au niveau s'il va pleuvoir, s'il va faire chaud, c'est-à-dire comment je m'oriente en fonction des astres, des étoiles, de la Lune. Est-ce qu'on voit les mêmes constellations dans chaque hémisphère? Donc, tout ça, ce sont des choses qui parfois sont beaucoup plus, comment je peux dire ça, rassurant, non, opératoire, opératoire dans le sens où je peux me dépatouiller avec ça. Je m'en fiche si le premier croissance, il faut former en P ou en D. Ce que je veux, c'est de savoir naviguer d'un lieu à l'autre en fonction de la situation de la Lune. C'est une chose intéressante ici, parce qu'ici en Belgique, quand on parle de la formation des enseignantes, on discute toujours, c'est comme si on découpe les activités enseignantes en 3 phases. Et la première est exactement la phase de contextualisation, qui c'est exactement la phase où on essaye de donner du sens à tous les concepts qu'on va enseigner. C'est plus ou moins la même chose qu'au Brésil, Denise Oikov, Martha Pernambuco ou Ian Gott ont fait sur les 3 moments pédagogiques inspirés de Paulo Freire. Et bon, l'idée, c'est exactement la même. Et tout ce que tu as dit nous faire prendre encore plus d'attention à la bonne organisation de la contextualisation. Parce que si on ne choisit pas très bien le contexte d'enseignement, au lieu de promouvoir une conceptualisation dans son ampleur, on peut restreindre encore plus les possibilités d'apprentissage. Et donc, c'est vraiment une chose qui nous... C'est vraiment difficile de concevoir des bons contextes et des contextes qui permettent d'aller au-delà d'une simple mémorisation. Et si tu me permets, Gabriel, de rebondir sur ce que tu dis, parce que je ne sais pas ce que vous appelez contextualisation, parce qu'il y a une façon aussi d'apprendre du point de vue interculturel, hein, avec plusieurs cultures. Donc, parce que parfois, quand on dit contextualisation en France, là, donc c'est comme si c'est comme si amener le contexte extrascolaire, le contexte extrascolaire dans la salle de classe. Mais quand même, c'est la salle de classe. Et le contexte scolaire, il va imposer certaines limites et qui vont être plus axées sur la question de la verbalisation. Et pas seulement c'est-à-dire, je suis plus dans savoir-dire. Donc, ce n'est pas seulement parce que j'amène une situation extrascolaire dans le contexte scolaire, je peux peut-être me permettre, par exemple, je suis psychologue de formation. Et je me rappelle que de temps en temps, quand on allait faire des tests piagétiens, et on disait aux élèves, donc on va jouer. Ils ne sont pas débiles, les gamins. Hein? Donc on sait bien qu'un adulte ne va pas arriver à l'école pour jouer avec un enfant. Bon, c'est clair que ce n'est pas vrai. Et donc, c'est-à-dire, de temps en temps, on ramène un contexte, par exemple, où ça arrivait beaucoup du point de vue des situations, donc c'est des mathématiques. Alors, on va faire avec des jeux de billes. Donc il y a Pierre qui a eu des billes. Bon, voilà. Oui, non, mais ça, c'est un problème scolaire. Ce n'est pas un problème extrascolaire. C'est ça que j'essaie de dire. Quand ils sont en train de jouer aux billes hors école, le contexte offre des limites. C'est même pas offre, c'est impose des limites qui ne sont pas ceux du contexte scolaire. Et dans le contexte scolaire, le but aussi, c'est d'arriver à des algorithmes en mathématiques
qui soit plus généralisable et qui parfois, donc ces représentations-là, perdent un peu du sens, du signifié, l'ensemble des situations scolaires, donc même que si le contenu extra-mathématique d'un problème soit lié à un contexte extrascolaire, cela ne veut pas dire que ces problèmes sont des problèmes qu'on trouve à l'extérieur de l'école, parce que le problème n'est pas le même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui. Quand les gamins sont en train de jouer aux billes, ou alors, par exemple, si je prends l'exemple de ma thèse de doctorat qui date déjà, mais ou alors même de mon master, hein, donc je vais prendre de la thèse parce que c'est plus compréhensible pour tout le monde. Le coupeur de canne à sucre, il faisait des mesures du terrain, et évidemment, pour une activité pour le salaire, pour mesurer le salaire. Hein. Donc, il fallait qu'il mesure le terrain. C'est qu'ils appellent ça coup-barre, le terrain. Donc, il y a toute une technologie associée. Mais d'habitude, c'était des sujets analphabètes ou peu scolarisés. Mais quand ils étaient en train de mesurer le terrain, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de travailler avec la question de l'air, des mesures de longueur, des mesures donc d'air, des surfaces de l'air et tout ça. C'est nous, en tant que chercheurs, qui avons trouvé qu'est-ce qui était imbriqué. Ils ont dit, je ne connais rien en maths. Mais s'ils ne connaissaient rien en maths, ils ne pouvaient pas faire donc cette activité parce que sinon ils allaient perdre de l'argent et alors donc leur activité serait compromise. Je ne sais pas si je suis, par exemple, mesurer, même si je dis à l'école, un coupeur de canne à sucre a coupé sur un terrain, donc je donne des mesures et donc j'ai fait l'image géométrique, la figure géométrique qui correspond à ça. Le contexte scolaire va m'imposer des limites parce que le calcul d'air est en fonction de certains algorithmes. Dans la canne à sucre, il y a par exemple le contexte qui limite l'action, c'est parce que par exemple, ils ne peuvent pas parfois calculer la hauteur. Et donc, ce qu'ils font quand ils ne peuvent pas calculer la hauteur, ils calculent l'air par le périmètre en fonction des difficultés du terrain. Et si ce n'est pas sûr, alors je pense à Jacques Brel, c'est quand même peut-être quelque chose comme ça. Il y a une chanson à peu près comme ça. C'est un hommage à la Belgique. Pourquoi? Ce sont des approximations. Et ces approximations, elles ne sont pas fausses. C'est un schéma, ce n'est pas un algorithme. C'est quelque chose qui s'approche. Et dans le contexte scolaire, on met l'accent du point de vue mathématique sur l'algorithme. D'accord. Il y a évidemment des schèmes d'action, mais ce qu'on donne, c'est des algorithmes. C'est pour ça, et donc je reviens tout au début des travaux qui ont été faits à Recife dans les années 80, avec des élèves des classes populaires qui vendaient des petits objets pour aider à l'économie familiale. À l'activité des ventes, ils étaient obligés de savoir les 4 opérations arithmétiques. Alors, ces élèves-là, ils étaient dans l'échec scolaire dû aux maths en 80% des cas. C'est nous avons, donc il y a, si ça intéresse à quelqu'un, je peux passer aussi des textes assez anciens, mais qui disent beaucoup par rapport à cette notion de contexte. C'est que c'est dans la vie 10, parce qu'on est noté sur 10, à l'école 0. Na vida 10, na escola 0. Pourquoi? Parce que ces élèves-là, qui savaient l'arithmétique de la rue, quand ils arrivaient à l'école, ils étaient en échec scolaire. Parce que la professeure des écoles, la professeure de l'école primaire, hein, donc elle exigeait un algorithme scolaire où on faisait l'algorithme bien, donc ils faisaient de droite à gauche. Et quand ils étaient dans des contextes extrascolaires, ils faisaient par des calculs mentaux et avec par exemple, une multiplication, ils faisaient par des additions répétées. Ce n'est pas faux. C'est moins économique. Et donc, on ne va pas laisser les gamins faire toujours des multiplications par des additions répétées.
mais il y avait une compréhension du système numérique décimal qui parfois à l'école, il n'y a pas toujours. Il y a donc une compétence à réaliser des algorithmes sans une vraie compréhension de ce qu'on fait. Je ne suis pas ici en train de diaboliser l'école, hein. C'est seulement de dire que des contextes ne mettent pas l'accent sur la même chose. Oui, oui. Voilà, je propose qu'on passe pour les questions. La première, c'est Jean-Pi. Merci beaucoup pour ces explications au niveau du contexte, Nadja. Tu exprimes beaucoup quelque chose que j'ai fort ressenti. En tout cas, moi, je fais des maths, donc justement en maths, où enfin, il y a un peu ce truc où j'ai l'impression qu'on se rend compte de plus en plus qu'on imposait des algorithmes pour résoudre des problèmes, et que, en tout cas, dans mes cours, on m'a présenté des approches différentes de certaines matières, notamment la notion de dérivée, mais qui du coup essayaient de faire une approche beaucoup plus avec de l'intuition, mais qui, pour faire ça, utilisaient des problèmes qui étaient un peu comme dire, comme tu as dit, on va jouer à un jeu, et alors qu'on sait très bien que c'est pas un jeu, on va mettre une situation en disant que c'est une situation de la vie de tous les jours, alors que c'est absolument pas le cas. Et donc, je ne sais pas s'il existe des approches comment dire, qui seraient vraiment plus entre les deux et beaucoup plus utilisables, sans qu'il y ait cette espèce de faux semblant de dire qu'on va faire quelque chose de très contextuel, justement, de très appliqué, alors qu'en fait, on sait très bien que c'est pas le cas. Et comme tu dis, les élèves, ils sont pas débiles, ils se rendent bien compte que c'est pas le cas, quoi. Et ouais, c'est un problème que je me pose à moi-même. J'ai jamais trouvé de contextualisation qui m'était très satisfaisante, en tout cas dans le secondaire supérieur, quoi. Mais c'est vrai, c'est-à-dire, quand on dit ça, je suis tout à fait d'accord avec la grosse difficulté. Je te remercie pour ta question, parce que ce n'est pas évident, hein. C'est plus facile pour nous de dire ce qui ne va pas que donner vraiment des... Je peux vous donner seulement un exemple, hein, et je n'ai pas toujours la bonne résolution, mais c'est parce que c'est toujours à réinventer. On a parlé tout à l'heure de bricolage, comme le pauvre Gabriel est en train de tenir en même temps son portable pour essayer de bricoler en fonction, je m'excuse encore, donc de cette situation, qui c'est indépendant de ma volonté. Mais par exemple, c'est le bricolage type... comment je vais faire dans chaque situation. Et c'est là aussi qu'en tant qu'enseignant, on ne peut pas donner de recettes parce que chaque situation, elle comporte des propositions nouvelles. Dans les années 90, ici en France, j'ai été invitée par le ministère du Travail à construire des méthodologies d'évaluation des compétences pour des jeunes de 16-25 ans issus de l'échec scolaire en mathématiques. Or, ces jeunes-là étaient dans le ministère du Travail pour être qualifiés pour un métier, mais ils étaient en échec scolaire. Ils étaient sortis de l'école, ils n'ont rien appris. Et donc, j'ai pris la question des mathématiques. Et quand j'ai vu ce qu'ils faisaient au niveau de la remise à niveau en mathématiques, ils faisaient exactement les mêmes choses qu'on a fait à l'éducation nationale. Oh, donc, de toute façon, si ça n'a pas marché jusqu'à 16 ans, ce n'est pas parce qu'on va avoir 17 que ça va marcher. Et donc, mon idée était de savoir qu'est-ce que ces jeunes faisaient. Ils avaient tous une mobilette, hein, et ils voulaient avoir, par exemple, des métiers ou liés à la mécanique automobile, ou alors, c'est pas la menuiserie, donc j'oublie le mot en français. Comment on fait pour construire des maisons, pour tapisser des murs, des choses comme ça. Ce n'est pas les menuisiers, c'est donc ça charpente. Non, c'est un menuisier, hein, c'est ça. Bon, n'importe. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de m'accrocher à quelque chose qu'ils avaient effectivement besoin pour vivre dans le quotidien. Et comme c'était dans des petites villes de campagne,
ils avaient tous des mobylettes pour se déplacer. Et il y avait des questions de mélange par rapport à aux mobylettes. Il y avait des questions aussi et là, donc on a travaillé la proportionnalité. Moi, je te dis, hein, je ne savais pas. Je demandais à leur moniteur qui travaillait en mécanique, donc des situations, des mécaniques qui impliquaient des concepts mathématiques pour, en même temps, comme ils étaient en atelier aussi, pour faire ce lien. Et donc là, déjà, du point de vue motivationnel, là, il faisait des choses qui avaient un sens. Hein, parce que bon, la question, jusqu'à présent, on dit à quoi ça sert, hein, c'est cette question, à quoi ça sert le théorème de Pythagore. On ne sait pas toujours à quoi ça sert les choses et trouver une situation, mais au moins une situation d'accroche. Par exemple, c'est beaucoup plus, je me rappelle de cet exemple. Si je suis en train de t'en parler, tu me dis, hein, Gabriel. On est presque à 18h26. Il y a encore 2 personnes pour poser des questions. Donc, Okay. je propose peut-être, si tu ne ronges pas, Nadia, qu'on passe pour de nouvelles questions. OK? Donc, c'est Raphaël. Rafael, você está aqui, querido. Oui, je suis. C'est un plaisir de E t'écouter. Paulinha também está aqui, Paula Baltar, querida. C'est parce que notre bricolage, excuse-moi. Je vais faire seulement une complémentation pour cette théorie, pour cet article que le professeur Nadia a présenté pour exemplifier dans une approche interculturelle. Pendant mon doctorat, je lis beaucoup d'articles parce que je fais des abordages, des approches interculturelles, et je me suis dans un article où c'est une recherche sur l'apprentissage dans un contexte indigène au Brésil pour l'enseignement des mathématiques. Et c'était des indigènes, des élèves d'enseignement élémentaire au Brésil que faire des classes de géométrie. Et il y a aussi dans lequel contexte une difficulté pour se communiquer parce que les élèves indigènes parlent leur propre langue, mais étudient dans une école occidentale, une école urbaine. Et le prof de mathématiques fait une relation des formes géométriques avec les choses du contexte de vue des élèves indigènes. Et par exemple, la forme d'arc, c'était représenté pour des élèves avec d'arc à flèche, avec des lunes aussi, avec un type de poisson commun dans le contexte de la région au Brésil. Je ne me suive de type d'espèce, mais c'est un poisson qui est séparé avec un arc. Et pour ça, quand la professeure Nadia parle sur l'approximation, la considération entre des contextes scolaires et des contextes extrascolaires, c'est exactement ça, de faire avec les élèves, utilisent un répertoire de son contexte qui va faire un son avec l'enseignement scolaire. Un autre passage que je me suis avec ma enfance, au Brésil, il y a une bande dessinée très populaire que c'est la Turma da Mônica. Il y a un personnage qui s'appelle Magali. Magali s'est caractérisée comme un petit enfant qui mange beaucoup, et l'aliment plus préféré de Magali, c'est melancia. Je ne sais pas comment dire melancia en français. Pasteca. Pasteca. Pasteca, oui. Et
un passage de bande dessinée, Magali se réveille et pense en tout le jour qu'il y a de passé, il se réveille et pense dans la pastèque. Par exemple, le soleil avec Magali se suivre de la pastèque pour écrire un texte dans l'école. Elle écrit et fait des dessins de la pastèque. Et pour moi, ce passage-là, c'est aussi une représentation du contexte de vie qui peut être utilisé dans l'école pour les profs, par exemple, pour faire exactement des passages des concepts, des connaissances scolaires et non scolaires. C'est ça, seulement pour faire d'autres exemples pour ça. Parfait. Merci, Raphaël. Tout à fait. Voilà. Je pense que je propose de passer directement à Paula, parce qu'il n'y avait pas vraiment une question de Raphaël. Et peut-être on donne la parole à Paula. Oui, il n'y a pas de questions, seulement cette parole. Ok, parfait, merci. Tout à fait, Raphaël. Bon, je voulais d'abord remercier pour pouvoir pouvoir participer à ce groupe parce que je pense que ça va être très enrichissant pour le travail de Gleiss et pour ce qu'on discute. En fait, la question qu'on se pose, bon, Gleiss aura l'occasion après de parler de ça, mais elle est tout à fait un diapason, disons, avec les questions que Nadia pose. Sauf que nous, la question qu'on se pose, c'est de quelle manière on peut faire un lien plus fort entre le contexte scolaire et le contexte extrascolaire. Et là, c'est-à-dire que je comprends que la critique que tu fais sur les manières de faire de l'école, elle est en partie liée à la manière dont l'école fonctionne, mais elle est aussi en partie liée aux contraintes qui pèsent sur l'école, qui sont différentes de celles qui pèsent sur la vie courante. Donc, une partie, on ne pourra pas surmonter parce qu'on a des conditions qui pèsent sur l'école et qui ne vont pas peser sur la vie quotidienne ou sur les pratiques non scolaires. Donc, on ne pourra pas dépasser complètement, mais je me demande si par exemple, la question d'abord, je suis un peu inquiète par rapport au contexte extrascolaire comme quelque chose d'univoque, parce que le contexte extrascolaire, il est différent pour chaque élève, il est différent pour chaque groupe social. C'est-à-dire que l'enfant qui est le fils d'une brodeuse, le contexte extrascolaire pour lui, il est marqué par ça. Alors qu'un autre enfant dont les parents sont dans la construction civile ou qui sont paysans, et leur contexte extrascolaire est différent aussi. Et donc, peut-être que le contexte extrascolaire, il est pluriel. C'est-à-dire que je comprends qu'il y a des points en commun, mais à mon avis, c'est très net qu'il est pluriel et que dans la classe, les enfants, ils apportent ce qu'ils ont dans leur vie, dans leurs relations familiales, etc. Et l'appel que j'entends dans ton travail, c'est de ne pas écraser ce patrimoine, mais enrichir leur répertoire. Et je pense que la théorie des champs conceptuels, elle est très riche pour faire ça, pour dire non, le rôle de l'école n'est pas d'écraser ce que l'enfant il construit en dehors de l'école, mais il peut contribuer en apportant d'autres choses, d'autres outils de conceptualisation. Et donc, je pense que, bon, c'est juste un commentaire comme ça, mais à mon avis, ça va être vraiment très riche de pouvoir discuter avec vous et je voulais simplement vous remercier. Et c'est juste pour complémenter, je pense, c'est pas au hasard que Gérard Vergniaud il parle beaucoup sur la zone des proches développement de Vygotsky, parce que c'est exactement entre les guillemets, ce lieu où des différentes expériences, des différents niveaux de développement, d'apprentissage, et pourquoi pas dire de différents niveaux de contexte utilisé d'apprentissage, d'histoire de vie, peut interagir en classe. Et je suis absolument d'accord avec toi, Paula, quand tu dis que finalement, ces différents contextes
si on fait le partage entre des contextes, si on permet la discussion, on a vraiment une myriade de possibilités d'apprentissage qui sont construites en classe. Oui, c'est génial. Nadia? C'est seulement pour dire, je suis tout à fait d'accord, Pauline, donc qu'il y a les contextes au pluriel, hein, donc quand je dis extrascolaire, donc par exemple la famille, donc est un contexte extrascolaire, le travail est un contexte extrascolaire, les jeux. Donc, je pense aussi donc, à la question de la culture numérique maintenant, donc tout ce qui a des réseaux sociaux et tout ça, qui parfois peut même être un peu plus uniforme dans plusieurs cultures pour faire le lien avec la perspective que Raphaël il a parlé. Des cultures et ce sont des choses qui pour moi c'est encore une autre chose. La culture et contexte ne sont pas des synonymes, même si donc mais en effet, l'école, elle a un but précis. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec toi, Paula. Donc, on ne peut pas échapper à certaines choses parce qu'on a exactement, c'est cette contrainte du contexte scolaire. La question, c'est de ne pas penser que ce contexte scolaire, avec cette contrainte-là, conduit à un type de connaissances qui soit supérieur dans certaines situations à ceux du contexte extrascolaire. Effectivement, le but, ça serait, par exemple, si je reprends le vieux Piaget, qu'on soit dans une perspective d'opératoire formel, que donc les invariants opératoires soient culture free, hein, ce n'est pas ça que je veux dire, c'est-à-dire que je puisse utiliser un invariant opératoire qui, indépendamment du contenu, je puisse savoir que ça, il s'agit d'un contenu d'analyse, d'un concept d'analyse combinatoire, par exemple. Et parfois, le sujet lettré à l'école, il peut résoudre des problèmes d'analyse combinatoire à l'école, mais il ne peut pas résoudre des problèmes d'analyse combinatoire dans certains contextes extrascolaires des ventes, parce que ne connaissant pas l'activité, n'arrive pas à reconnaître, et parce que ce transfert, cette généralisation des connaissances ne se fait pas de façon, comment je peux dire ça, automatique. Il faut une médiation. Et là, je te rejoins, Gabriel, c'est la perspective vygotskienne aussi, de la médiation. De la médiation symbolique, de la médiation instrumentale. Oui, oui, tout à fait. Alors, Nadia, j'aimerais te remercier pour la présentation, pour la possibilité, ce genre de discussion qui, je pense, qui apporte une plus-value aux discussions de groupe. Merci vraiment pour tout le support, pour la présentation et pour être ensemble avec nous, même d'une façon un peu bricolée. Non, mais c'est moi qui ai provoqué, c'est-à-dire c'est pas moi, c'est-à-dire ça vient de la route, donc des questions techniques. Ouais. Ils sont là en Teams, mais donc ça a été bloqué, comme c'est bloqué pour plusieurs choses dans mon institution en fonction des virus. Mais je suis très contente d'être parmi vous et si tu peux aussi, si les gens souhaitent, partager le PowerPoint pour la mémoire hein, de ce que nous avons. Ah non, mais de toute façon, il y a la vidéo. Hein. Ok, merci. D'une façon pratique, normalement, on fait la réunion le dernier mardi de tout le mois et pour le mois de juin, ça sera le 30 juin à 17h. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre le rôle de présentateur pour la prochaine réunion? Vous voulez peut-être réfléchir un peu, puis après m'envoyer un petit mail en disant ce n'est pas le cas de présenter une recherche déjà, par exemple, je dis par exemple, ce n'est pas pour provoquer, mais si Jean-Pierre, par exemple, voulait présenter l'idée, la planification, tout ce qu'elle a déjà fait pour son mémoire, c'est vraiment chouette parce qu'elle voulait développer une recherche, elle est en cours de développer la recherche d'apprentissage de mathématiques pour les sujets aveugles ici en Belgique. C'est vraiment très chouette.
Donc, s'il y a quelqu'un qui voulait, on n'est pas obligé de présenter une chose déjà aboutie, mais on peut présenter les idées, les objectifs de recherche. Et en communauté, ici, on peut donner aussi des apports. On peut donner, voilà, tu peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce Peut-être qu'il y plus a loin quelqu'un après les qui examens, voulait Gabriel. présenter? Hein? Peut-être plus longtemps après les examens. Pas de problème, je comprends bien. C'est pas un bon moment. Oui. Mais on peut pas prendre la décision maintenant. On peut peut-être réfléchir. Je vais faire l'enregistrement, je veux faire l'upload vers YouTube et je vais envoyer aussi la présentation et les liens pour accéder à la vidéo de cette présentation, de cette séance. Et d'ici là, si vous voulez, s'il y a quelqu'un qui a envie de présenter, ce sera un très grand plaisir. OK? Je vous remercie à vous tous. Oui, Paula, dis. Malheureusement, le 30, je ne pourrai pas participer exceptionnellement. À partir de maintenant, je vais fixer, mais je serai en déplacement entre le Brésil et la France. Donc, je ne pourrai pas. Tu peux participer sur place, alors tu peux venir. C'est bien. Mais je crois que je vais être dans l'avion. Tu seras à Grenoble? Je vais à Grenoble, oui. Oui, voilà. Je vais à Grenoble, mais j'arriverai plus tard que ça. Donc, je crois. Mais bon, celle d'après, Glacie, je crois qu'elle va pouvoir partir. Ah non, tu seras au Copirelem. Oui. Ouais. Mais bon, on regardera la vidéo et on va s'organiser pour pouvoir participer à partir de maintenant. Et merci beaucoup. Pas de souci. OK, je vous remercie à vous tous. Je crois que seulement, bon, Raphaël, à un moment donné, il peut peut-être présenter aussi parce qu'il a fait des tentatives d'interprétation à partir de la théorie des champs conceptuels pour l'enseignement apprentissage de la biochimie chez des sujets de différentes cultures. C'était vraiment quelque chose d'assez intéressant au niveau des signifiants. Hein, donc, peut-être pas tout de suite, hein, Raphaël. Oui, j'irai faire de cette proposition par le mail. Ce sera un très moment pour présenter. Voilà. OK, parfait, parfait. Alors, on peut en réfléchir. Je peux aussi proposer quelque chose. Et peut-être on peut faire une séance plutôt collaborative autour d'un texte, et pas une présentation formelle. Il y a pas mal de possibilités de discussion. Bon, alors, on est déjà 13 minutes de retard. Je propose qu'on termine la séance. Il y a un écho. Voilà. Et donc, merci beaucoup à tout le monde pour la présence, pour les discussions. Et on se verra le 30 juin. Voilà, merci. Merci. Au revoir. Merci tout le monde. Merci Gabriel pour la suite. Et là, j'ai réussi un schéma d'action ici.